Cette présentation a pour objectif de vous faire connaître les différents intervenants du projet et leur rôle, ainsi que l'enchaînement des étapes. Tout commence par la signature d'un compromis. Mais avant cela, il y a plusieurs points à vérifier. Tout d'abord, la collectivité locale concernée. Il sera très difficile de faire un projet sans l'appui des élus. Ensuite, les règles de construction liées à ce terrain. Les informations se trouvent en général au service urbanisme de la mairie, parfois à la direction départementale de l'équipement. Toutes ces règles se trouvent dans un document appelé Plan local d'urbanisme, PLU. C'est ce document qui vous indiquera la surface possible à construire, la hauteur des bâtiments, le nombre de stationnements et de nombreuses autres règles qui vous permettront de savoir si votre projet est viable ou non. À ce stade, la personne la plus apte à lire le document et à vérifier la compatibilité du projet avec ce règlement est l'architecte. Nous reviendrons plus tard sur son rôle. Il faut également se renseigner sur la nature du sol qui peut fortement influencer le prix de l'opération. La mairie peut avoir de précieuses informations. Il faut se renseigner sur le type et la qualité des réseaux qui passent en bordure du terrain. En effet, pour que l'opération puisse se faire, il faut au minimum une arrivée d'eau avec une pression suffisante, de l'électricité et un réseau d'eau usée. On peut également souhaiter avoir une ligne téléphonique ou une arrivée de gaz. Ces informations peuvent se trouver en mairie ou directement chez les concessionnaires, par exemple chez ERDF, Veolia ou bien chez Orange. Alors une fois le compromis signé, différentes étapes du projet vont s'enchaîner et nous allons les classer en 3 parties. Tout d'abord, le dépôt d'un permis de construire. Le premier intervenant va être le géomètre qui va réaliser un plan topographique du terrain. Nous aurons alors une vue en coupe du projet qui permettra de connaître précisément le relief. Selon le cas, il pourra également réaliser un bornage du terrain, ce qui permettra d'avoir un document co-signé par la globalité des voisins. En partant de ce plan topographique, l'architecte va réaliser une esquisse du projet. Tout d'abord un plan masse qui va donner une vue du ciel des bâtiments sur le terrain. Puis un plan des différents logements pour avoir une première idée du fonctionnement général. Sur la base du plan masse, un bureau d'études spécialisé doit réaliser une étude de sol. Celle-ci va indiquer le type de sol et le type de fondation à prévoir. Cette étape est indispensable aux maçons pour réaliser correctement ces fondations, mais elle sera également demandée par l'assureur dommage ouvrage. Il sera possible dans certains cas de s'en passer, notamment si l'on ne souhaite pas prendre d'assurance dommage ouvrage ou si par exemple nous sommes dans un secteur où le sol est assez uniforme et où les entreprises savent comment faire. Ce plan masse pourra ensuite être envoyé aux différents concessionnaires pour avoir une étude de faisabilité technique et financière du raccordement de notre projet au réseau. Il faudra également à ce stade choisir un bureau d'études. Un bureau d'études thermique obligatoire qui va valider le fait que le projet est bien conforme à la réglementation thermique en vigueur. Ce document de validation devra figurer dans le permis de construire. Éventuellement, il sera possible de prendre un bureau d'études structure et un bureau d'études fluide qui pourront accompagner l'architecte pour lui apporter des éléments techniques. Selon la configuration du terrain, il sera également intéressant de rencontrer le SDIS, qui sont les pompiers, et qui doivent s'assurer que la défense incendie est suffisante pour le projet. Bande d'incendie pas trop éloignée, accès pour les véhicules, etc. Ils doivent donner leur avis sur le permis de construire et il est toujours préférable de les voir en amont pour valider nos choix. Certains projets nécessiteront également l'approbation de l'architecte des bâtiments de France. Là aussi, il est essentiel de le rencontrer avant de déposer le permis de construire et de prendre en compte ses remarques au risque de voir le permis de construire refusé. L'architecte va pouvoir, grâce à tous ces éléments, dessiner un avant-projet définitif qui aboutira au dépôt d'un permis de construire. Durant les mois d'instruction du permis de construire, il est déconseillé de trop avancer sur le projet, car il risque d'être remis en cause. Si l'on va par exemple trouver des entreprises pour des devis et que l'on revient 2 mois plus tard avec un nouveau projet et pour de nouveaux devis, nous risquons de perdre en crédibilité. Alors patience, profitons-en pour avancer sur le fonctionnement du groupe ou encore sur les espaces extérieurs. Avant le dépôt du permis de construire, il sera également intéressant de faire un premier chiffrage précis du projet avec une marge d'erreur inférieure à 10%. Pour cela, on peut demander au même architecte de le faire. Il est préférable, selon moi, de prendre un économiste indépendant qui apportera un nouveau regard sur le projet. Il est aussi possible, à ce stade du projet, de mettre une entreprise générale sur le coup qui pourra chiffrer le projet et proposer des améliorations pour arriver à l'objectif financier. Si toutes ces étapes nous paraissent insurmontables, ou s'il nous manque un petit peu de temps, il existe ce qu'on appelle des assistants à maîtrise d'ouvrage, AMO, dont le métier est de réaliser des opérations de promotion pour le maître d'ouvrage, de sorte à ce que nous n'ayons plus qu'un seul interlocuteur. La deuxième partie est la préparation du chantier. Une fois le permis de construire obtenu, nous pouvons entrer dans cette phase. L'architecte va tout d'abord détailler ses plans à une échelle du 1/50e.
Ce même architecte ou l'économiste vont réaliser un CCTP, qui est le cahier des charges qui détaille chaque point de la construction. On peut leur demander de réaliser également des bordereaux de prix, qui s'apparentent à des devis vierges, dans lesquels les entreprises n'auront plus qu'à mettre leur prix. Cela peut grandement faciliter l'obtention de devis, notamment auprès des petites entreprises qui n'ont pas toujours le temps de faire des devis à partir de plans. Un nouvel intervenant va arriver dans l'opération. Il s'agit du contrôleur technique qui va produire à ce stade un rapport initial. Ce document vérifie que les plans de l'architecte ainsi que le CCTP sont conformes à la législation en vigueur. Il vérifie également la bonne application des règles d'accessibilité. Pour faciliter le bon déroulement de cette étape, il sera possible de mandater ce bureau de contrôle plus tôt dans le projet pour qu'il réalise la notice d'accessibilité qui sera jointe au permis de construire. Ainsi, le projet aura été validé en amont. L'architecte et économiste prépare alors le dossier de consultation des entreprises qui contient le permis de construire, les plans, le CCTP, l'étude de sol et éventuellement les bordereaux de prix. Et là, un nouvel intervenant devra être choisi si le chantier est réalisé par plus de 2 entreprises différentes, qui est le contrôleur SPS, qui veille à la sécurité des gens qui travaillent sur le chantier. Il réalise à ce stade le PGC, qui est le plan général de coordination. Vient une phase de rencontre et de négociation avec les entreprises, puis sélection de l'équipe finale. L'architecte prépare le CCAP, qui est le cahier des clauses administratives particulières, un contrat signé entre l'entreprise et le maître d'ouvrage, qui détaille les clauses de l'accord, le prix, les délais, les pénalités. Et à ce document sont annexés l'ensemble des pièces du projet, la grille de surface, les plans, le cahier des clauses administratives particulières, le permis de construire, les études géotechniques, le plan général de coordination, le rapport initial du contrôleur technique, le planning, le cahier des clauses techniques particulières, l'ensemble des devis des entreprises, et on y joint également le DTU, qui sont l'ensemble des règles générales de la construction. Tous ces documents permettront également d'obtenir des offres de l'assurance dommage-ouvrage, auxquelles il faudra ajouter des assurances civiles, la RC, responsabilité civile. On ajoute parfois une assurance tout risque chantier, TRC, qui couvre le chantier avant la livraison. Ces documents permettront également d'obtenir une garantie financière d'achèvement, GFA. Cette garantie est donnée par un organisme financier tiers qui s'engage à ce que le chantier se termine quoi qu'il advienne. Cela permet de rassurer la banque qui finance l'opération. La troisième phase est donc le chantier. Ce chantier sera suivi par un maître d'œuvre d'exécution. Si cet intervenant est un bureau d'études différent de l'architecte, ce qui peut être une bonne solution, il faudra alors le choisir avant le lancement de la consultation des entreprises, car il pourra apporter une aide précieuse grâce à sa bonne connaissance des entreprises. Sur un gros chantier, il est parfois également utile de faire appel à un OPC, dont le rôle est de planifier et de veiller au respect des délais. Là aussi, il est préférable de le choisir juste avant la phase de consultation des entreprises. Le géomètre pourra maintenant rédiger l'état descriptif de division, qui partage le projet en lots et qui définit le pourcentage de l'ensemble de ces lots par rapport à la totalité du projet. Ce document servira de base pour rédiger le règlement de copropriété qui est souvent fait par le notaire. À la fin du chantier, le maître d'œuvre d'exécution organise une réception du chantier avec les entreprises durant lesquelles des réserves pourront être émises. L'entreprise aura alors souvent 1 mois pour les lever. Ces modalités sont précisées dans le CCAP. Le bureau de contrôle peut alors rédiger son rapport définitif qui vérifie que toutes les réserves émises dans le rapport initial ont bien été levées. Le CCAP, que l'on signe avec les entreprises, doit exiger que ce rapport soit vierge, notamment pour les assurances. Ce même bureau de contrôle va donner une attestation d'accessibilité. Pour finir, il faudra envoyer à la mairie le document de conformité remis lors de l'obtention du permis de construire. Il ne reste plus qu'à poser ses valises.